un exemplier que je vous fais passer. Voilà, donc bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce qui est la dernière séance de notre séminaire transversal du Centre Prospero pour cette année académique. Mais c'est aussi la dernière séance de notre cycle Pensée au présent, pensée en contexte, puisque, vous le savez, l'année prochaine, nous inaugurons un tout autre thème. Nous revenons au berceau du Prospero avec l'image, l'imagination, la représentation, opacité et transparence de la représentation. Donc on part sur toute autre chose à partir de l'année prochaine. Donc voilà, Arnaud Thomès, qui est notre invité aujourd'hui, a l'occasion, et on est très content de clôturer ce cycle sur la pensée en contexte. C'est surtout de ça qui va être question aujourd'hui, la pensée au présent. Alors, je présente en quelques mots notre orateur d'aujourd'hui. Donc, vous savez que Arnaud Thomès est en fait un petit peu chez lui ici, puisque d'abord, il est venu plusieurs fois à Saint-Louis, surtout dans le cadre des rencontres et des journées autour du philosophe Cornelius Castoriadis, à une grande époque où il y avait un gros pôle d'activité, une activité importante autour de la pensée de Castoriadis ici à Saint-Louis. Vous savez qu'il y a plusieurs numéros des cahiers Castoriadis qui ont été publiés ici, qui sont évidemment toujours accessibles. Alors Arnaud me disait que le travail sur Castoriadis continue par l'association Castoriadis, mais aussi parce que le philosophe reste vivace dans la pensée d'aujourd'hui. Il est encore beaucoup lu, utilisé, et même peut-être en voie de devenir un auteur un peu plus classique, déjà plus canonisé, sait-on jamais. Donc Arnaud continue à travailler sur Castoriadis. Je rappelle que sur le sujet, il a publié avec Philippe Commière, qui est aussi un grand spécialiste de Cornelius Castoriadis, il a publié Pour l'autonomie. C'était aux éditions L'Échappée en 2017. Il a publié également Castoriadis, l'imaginaire, le rationnel et le réel, aux éditions Démopolis en 2015. Pour le reste, donc, Arnaud Thomès est professeur à l'université de Strasbourg, il est chargé de cours à l'université de Strasbourg, il est aussi professeur de classe préparatoire à Strasbourg et, je l'ai dit, membre associé du Centre Prospero. Il est également chercheur associé auprès du Centre de recherche en philosophie allemande et contemporaine. Il est aussi titulaire d'une habilitation à diriger des recherches qui portait sur le thème de praxis, imaginaire, rationalité. Donc vous avez déjà compris que l'imaginaire, question d'imaginaire, d'imagination, sont au cœur des recherches d'Arnaud Thomès. Alors sa thèse, un petit peu plus ancienne, était consacrée à la critique de la raison dialectique de Sartre. Donc c'est aussi un grand spécialiste de Sartre. Il a publié plusieurs ouvrages sur Sartre et aussi une édition du texte de Sartre, l'esquisse d'une théorie des émotions, publiée chez Hermann en 2010. Alors, il continue à s'intéresser à la philosophie sociale, à la théorie critique et à la notion d'imaginaire, d'imagination. Et justement, je vous présente, puisque Arnaud Thomès nous en a apporté un exemplaire que tous les membres du Prospero peuvent lire s'ils le souhaitent. Le tout dernier paru, je le tourne un petit peu vers les différentes caméras, très beau livre publié chez Hermann cette année, Qu'est-ce qu'un imaginaire social? Une discussion critique de Castoriadis. Donc vous voyez qu'on y est toujours. Le plus récent ouvrage d'Arnaud Thomès. Alors, je te cède volontiers la parole pour une conférence qui est ou était, parfois les titres changent un peu, intitulée Penser le social, penser dans un contexte social. Qu'est-ce qu'une théorie critique de la société? Je ne sais pas si le titre ça a changé un petit peu. A évolué, mais je vais te laisser en parler. Voilà, Voilà, alors je voulais tout d'abord remercier Isabelle Host pour son invitation, et puis de manière plus générale le Centre Prospero, parce que j'ai la grande chance d'être chercheur associé au Centre Prospero et du coup de venir régulièrement ici, et puis j'ai obtenu aussi une subvention pour la publication de cet ouvrage qui était donc l'inédit de mon travail d'habilitation, le texte inédit, qu'est-ce qu'un imaginaire social. Et effectivement, comme disait Isabelle, je me sens toujours un petit peu chez moi quand je viens ici, de manière plus générale, en Belgique d'ailleurs, puisque
Ça m'arrive aussi assez souvent de fréquenter l'université de Liège, qui est un repère de sartriens. Donc, voilà, des gens comme Florence Kémax ou Grégory Corman, qui sont vraiment des très très bons collègues et amis. Et je suis vraiment très heureux de pouvoir participer à cet après-midi de discussion. Donc j'ai intitulé, j'ai un tout petit peu changé le titre, j'ai intitulé cette séance « Penser le social et penser à partir du social ». Quel contexte d'énonciation et quel sujet pour une théorie critique de la société. Donc c'est un petit peu plus précis que mon titre originel. Mais c'est vrai que j'ai voulu saisir le fait que la question était vraiment la question du contexte. Et là, en l'occurrence, du contexte d'énonciation, pour modifier un petit peu ce titre par rapport au premier. Juste pour rebondir avant de vous parler sur ce que disait Isabelle par rapport à l'actualité de Castoriadis, c'est vrai qu'ici ont eu lieu un certain nombre de colloques autour de Castoriadis, de journées d'études qui ont donné lieu à l'aventure des cahiers Castoriadis. Et on a la chance de pouvoir relancer à partir de l'hiver prochain cette aventure, puisque Garnier publiera les nouveaux cahiers Castoriadis. Donc voilà, c'est une espèce de relais de flamme qui se produit avec toute une jeune génération de chercheurs, puisque beaucoup de gens s'intéressent aujourd'hui à Castoriadis. Comme disait Isabelle, c'est presque devenu un auteur classique. En tout cas, on peut en parler assez librement, alors qu'il y a 20 ans, c'est vrai, quand j'ai commencé à travailler sur Castoriadis avec Laurent, avec Philippe Comière, c'était quand même un auteur extrêmement marginal. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc voilà, on a fait notre travail de vulgarisation. Et dans le dernier ouvrage, j'ai essayé de faire un travail un petit peu plus critique. Alors, je vais commencer en disant que, au fond, il me semble que la réflexion que j'ai pu mener dans mon dernier livre s'inscrit assez bien, finalement, dans le cadre de ce séminaire. Que veut dire penser en contexte ? Parce que, d'une part, je me suis toujours intéressé à des auteurs qui ne se contentaient pas de tenir un discours philosophique abstrait, mais toujours à des auteurs qui voulaient comprendre leur époque ou écrire pour leur époque. Si je reprends le titre d'un article fameux de Sartre, l'éditorial du premier numéro des Temps modernes, et puis aussi à des auteurs qui ont voulu intervenir dans le contexte historique, politique qui était le leur. C'est pourquoi j'ai fait effectivement, comme le rappelait Isabelle, ma thèse sur Sartre, et plus particulièrement sur la critique de la raison dialectique, qui est vraiment un petit peu un fil directeur pour tout mon travail, y compris ultérieur, puisque cet ouvrage de Sartre porte sur l'intelligibilité de l'histoire. Et il soutient une position que j'ai toujours trouvée extrêmement juste, quoiqu'elle soit problématique, et c'est de cette position que je vais parler aujourd'hui. C'est la position selon laquelle on ne peut penser l'histoire que parce que nous sommes des êtres historiques. C'est-à-dire on ne peut penser l'histoire que de l'intérieur de l'histoire. Ça, c'est la thèse de Sartre, qui renvoie à une forme on pourrait dire, de philosophie compréhensive ou de méthode compréhensive. Au fond, seul un être historique peut comprendre l'histoire parce que, d'une certaine manière, il l'a fait. C'est la thèse de Vico par rapport à la compréhension, par rapport à la philosophie de l'histoire. Sartre refuse finalement la position hegelienne, qui consiste à contempler la vérité de l'histoire de l'extérieur, une fois que l'histoire est faite, une fois que l'histoire est achevée. Et au fond, il part du principe qu'on ne peut comprendre l'histoire que si on se situe à l'intérieur de cette histoire. La position de Castoriadis est au fond assez similaire, puisque lui aussi, en tant que d'abord militant de socialisme ou barbarie, et puis comme philosophe
dont la philosophie est clairement, et même l'ontologie est clairement une ontologie politique, pour reprendre le titre de l'ouvrage de Nicolas Poirier, l'ontologie politique de Cornelius Castoriadis. Castoriadis, même si il a écrit aussi des textes très, très généraux d'ontologie ou d'épistémologie, est aussi un auteur qui s'est toujours énormément intéressé à l'actualité de son époque et qui, j'allais dire, jusqu'à son dernier souffle, a essayé de penser l'époque qui était la sienne. Voilà, depuis Socialisme ou Barbarie, depuis les premiers textes sur le mode de production en URSS, jusqu'aux textes plus contemporains sur la montée de l'insignifiance, penser son présent, ça a vraiment été quelque chose de fondamental pour Castoriadis. Alors je me suis orienté depuis quelques années vers ce courant qu'on appelle le courant de la philosophie sociale. Et ça, c'est la rencontre à la fois intellectuelle et amicale avec Frank Fischbach qui m'a orienté vers ce type de philosophie dont je vais vous parler aujourd'hui, puisque, en fait, ce titre « Penser le social et penser à partir du social » résume, dans mon esprit, la position même d'une philosophie sociale. De ce point de vue-là, mon dernier ouvrage s'inscrit directement dans ce courant de la philosophie sociale, puisque je m'efforce d'y comprendre ce qu'on peut entendre par ce concept d'imaginaire social. Et surtout, je me demande si un tel concept est nécessaire pour la constitution d'une philosophie sociale. Et notamment, j'essaie de montrer, bien sûr, à la fois l'intérêt de ce concept, mais aussi ses difficultés, ses apories, en me demandant ce que nous avons à gagner à parler du social, justement, en termes d'imaginaire. Et donc, je voudrais aujourd'hui vous parler de la philosophie sociale et de sa prétention, justement, à penser en contexte, puisque c'est l'objet de ce séminaire, et dans un contexte qui est plus précisément celui de la société dans laquelle le philosophe social vit, travaille, écrit. Je commencerai par partir peut-être du paradoxe même qui tient à l'idée d'une philosophie sociale. Parce que même si aujourd'hui il y a des colloques de philosophie sociale, j'ai moi-même co-organisé avec Alix Bouffard et Xeno Fontenay-de-Sakis il y a peu un colloque sur Sartre et la philosophie sociale, il y a même des postes à l'université de philosophie sociale. Bon, ce terme n'est pas d'une utilisation, j'allais dire, très canonique. Il y a 20 ans, on ne parlait pas beaucoup de philosophie sociale, en tout cas en France. Et il semble étrange, je dirais, même d'ajouter au mot philosophie l'adjectif social, sans dénaturer quelque peu ce mot. Parce que, justement, la philosophie, la plupart du temps en tout cas, ne se veut justement pas une pratique véritablement sociale, mais plutôt la pratique d'un individu solitaire, ou peut-être d'un public, si on le voit de manière un petit peu kantienne, qui certes vise l'universel, mais qui, pour cette raison même, a tendance à s'extraire du social. Le social qui souvent est présenté en philosophie comme le contraire de la vérité, que ce soit sous la forme de la doxa chez Platon ou que ce soit sous la forme d'un obstacle épistémologique chez Bachelard. Donc au fond, le premier geste du philosophe est peut-être de se déprendre du social. De plus, on pourrait se demander quelle légitimité la philosophie possède à parler du social. Depuis un point de vue qui est souvent le point de vue de nulle part, ou celui de Dieu, dans le cas de certains auteurs. Et pourquoi elle pourrait d'ailleurs en dire quelque chose que ni la sociologie, ni de manière générale les sciences sociales ne peuvent dire. Et peut-être d'ailleurs mieux que la philosophie elle-même. Frank Fischbach a justement montré dans son manifeste pour une philosophie sociale que la sociologie en France s'était précisément constituée contre la philosophie.
non seulement en lui ravissant un de ses objets de réflexion, à savoir l'homme en société, vieil objet de réflexion philosophique depuis Platon et Aristote, mais également, et peut-être surtout, en lui déniant la légitimité de tenir un discours pertinent sur le social, qu'elle aurait plutôt tendance à occulter ou dont elle aurait tendance, comme je le disais tout à l'heure, à se méfier. On peut penser ici, bien sûr, à des thèmes récurrents du travail de Bourdieu qui consistent à montrer que le philosophe ne peut parler que de manière impropre du social, à partir d'un point de vue que Bourdieu qualifie de scolastique, dans tous les sens du terme, mais même au sens étymologique du terme, celui finalement de l'écolier qui n'a jamais vraiment quitté l'institution scolaire. C'était un très bon élève qui finalement devient professeur et qui est d'une certaine manière préservé des contraintes du social, de ses déterminations et même de ses déterminismes. Et qui au fond n'a pas forcément la réflexivité d'ailleurs nécessaire sur ces déterminismes. Donc au fond, le philosophe est peut-être le plus mal placé pour parler du social, et on pourrait se demander qu'est-ce que c'est que cette prétention à évoquer quelque chose comme une philosophie sociale. Donc ce que j'aimerais me demander cet après-midi, c'est est-ce qu'on peut réellement penser le social au sens presque kantien du terme, puisque la philosophie sociale n'a pas bien sûr prétention à donner une connaissance du social, à se substituer au travail des sciences sociales, mais elle a plutôt prétention à nous donner une pensée du social. Et donc, en quoi la philosophie sociale peut-elle contribuer à éclairer les problèmes que pose le social ou la société? D'ailleurs, c'est peut-être pas tout à fait la même chose que de parler de social et de parler de société. N'y a-t-il pas un paradoxe à vouloir, en outre, penser le social depuis le social? Ce qui est justement, je vais essayer de le montrer, le propre d'une philosophie sociale qui, évidemment, part du principe, un petit peu comme Sartre par rapport à l'histoire, que seul un être social peut parler de la société, mais peut-être avec tous les biais, avec justement toutes les limites que cette position implique par rapport à son propos, qui, malgré tout, a une prétention philosophique, sinon on ne parlerait pas de philosophie sociale, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une prétention, malgré tout, d'universalité. Et ça, c'est un des enjeux que je vais essayer de soulever cet après-midi. Et donc, pour répondre à ce problème, est-ce qu'on peut penser le social depuis le social? Est-ce qu'on peut penser le social avec la philosophie et avec une philosophie sociale? Je vais procéder en deux temps. Tout d'abord, dans un premier temps, je vais revenir sur cette notion de philosophie sociale. Je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes accoutumés à ce concept, en mettant en évidence donc à la fois les ambitions de la philosophie sociale, mais aussi ses problèmes, ses apories, notamment lorsqu'elle s'interroge sur la position de celui qui tient des énoncés de philosophie sociale. Qui est-il, au fond, ce philosophe social, ou qui veut-il être? Qui prétend-il être? Et puis, dans un second temps de mon exposé, je vais donner une illustration concrète de ce que j'aurais mis en évidence en termes de problèmes dans ma première partie, et je vais prendre l'exemple justement d'une philosophie sociale ou d'un philosophe social qui est Castoriadis, en essayant plus particulièrement de voir comment la notion d'autonomie telle qu'il la pratique, telle qu'il la manipule conceptuellement, pose un certain nombre de problèmes qui justement sont à mettre en relation avec la situation d'énonciation qui est la sienne et le contexte d'énonciation qui est le sien. L'enjeu de cet exposé, ce sera de savoir, bien sûr, s'il est possible de formuler une théorie critique de la société, puisque c'est de cette manière-là que j'envisage
une philosophie sociale, sans tomber dans des contradictions insurmontables, puisque la critique prétend se placer à un point de vue plus lucide que d'autres discours, mais en partant du présupposé, justement, qu'elle est mieux placée que d'autres, mieux positionnée que d'autres, pour pouvoir faire preuve de cette lucidité. Le terme de lucidité est un terme que Castoriadis utilise beaucoup, puisque pour lui, précisément, la philosophie a comme tâche d'élucider le présent. Et donc je commence dans un premier moment par me poser la question comment définir une philosophie sociale. On peut peut-être d'abord insister sur le fait qu'il vaut mieux utiliser ici l'article indéfini « une » plutôt que l'article défini « la », puisque la philosophie sociale n'existe pas vraiment. En tout cas, elle n'existe pas en tant que courant unifié, en tant que totalité vraiment cohérente. Ce qui existe sous le terme, sous le syntagme de philosophie sociale, ce sont de multiples courants qui utilisent la même expression, qui ont sans doute un air de famille, bien sûr, mais il n'est pas du tout sûr qu'on puisse constituer quelque chose comme un concept de philosophie sociale. Puisque, qu'est-ce que c'est que le courant de la philosophie sociale ? C'est un courant qui va de la théorie critique de la société défendue par ce qu'on a coutume d'appeler l'école de Francfort, depuis la première génération, Adorno, Horkheimer, jusqu'à des auteurs plus récents comme Habermas ou Axel Honneth, jusqu'aux formes contemporaines de holisme structural, par exemple. On peut penser à des gens comme Louis Dumont ou Vincent Descombes, par exemple, en passant par le pragmatisme de John Dewey, qu'on a pu qualifier aussi de philosophie sociale. Et voilà, d'aucuns se demandent aujourd'hui si une autrice comme Hannah Arendt ne pourrait pas être qualifiée aussi de philosophe sociale, bien que Arendt, par exemple, était très critique sur ce qu'elle appelle l'avènement du social dans Conditions de l'homme moderne. C'est dire si la catégorie de philosophie sociale est une catégorie floue et qui pourrait assez facilement passer pour un vaste fourre-tout, regroupant d'ailleurs aussi bien des penseurs conservateurs que des penseurs révolutionnaires, des philosophes analytiques comme des phénoménologues, des marxistes comme des gens qui s'opposent violemment au marxisme. Enfin bref, vous voyez que ce terme de philosophie sociale reste quand même problématique. Il n'empêche que s'il n'est peut-être pas possible de construire un concept cohérent et achevé de la philosophie sociale, il n'est sans doute pas absurde de voir à l'œuvre, chez tous les auteurs que j'ai cités ou dans tous les courants que j'ai pu mentionner, une sensibilité commune ou des problématiques communes. Et donc de préciser les conditions de possibilité d'une philosophie qui se considère comme sociale. Et il me semblerait qu'on peut définir la philosophie sociale, ou une philosophie sociale plutôt, de la manière suivante. Une philosophie sociale est une philosophie qui, non seulement, bien sûr, porte sur le social comme son objet d'étude, comme son objet d'investigation, et par conséquent, donc, sur tous les problèmes qui sont proprement sociaux. On peut penser, par exemple, aux problèmes qui sont posés par la division du travail. Donc on pourrait estimer que même Durkheim participe d'une forme de philosophie sociale, même si lui s'inscrit dans la fondation d'une discipline positive qui est la sociologie. Mais surtout, une philosophie sociale, c'est une philosophie qui considère le social comme le lieu depuis lequel elle parle, comme son contexte d'énonciation. Je vous renvoie ici à la toute première citation que j'ai mise sur l'exemplier, qui est une citation de Frank Fischbach dans son Manifeste pour une philosophie sociale. La philosophie sociale est une philosophie qui se conçoit elle-même comme étant inscrite dans un environnement ou un contexte social. Elle se comprend comme une pratique savante et théorique liée à d'autres pratiques
qui constitue un contexte historique au sein duquel elle se sait elle-même être située. Elle renonce à se comprendre comme déliée de tout rapport avec la réalité sociale et historique dans laquelle elle s'inscrit, où elle prend naissance et sur laquelle, en conséquence, elle n'exclut pas d'exercer des effets. Voilà, il y a aussi, bien sûr, cette dimension dans la philosophie sociale. La philosophie sociale n'exclut pas d'exercer aussi des effets en retour sur le social. Et c'est aussi une philosophie qui passe généralement par un certain nombre d'engagements sociaux et politiques. Donc si je reprends la problématique générale de ce séminaire, on pourrait dire que le sujet des énoncés de philosophie sociale, celui qui parle en tant que philosophe social, c'est quelqu'un qui parle depuis un lieu bien identifié, qui est la société dans laquelle il vit, qui est son époque, et même d'ailleurs, si on veut être plus précis, sa classe d'appartenance, sa profession, peut-être son genre. Voilà, tout dépend ici, bien sûr, de la définition qu'on va donner du social et des limites qu'on fixe à un tel concept. Donc au fond, pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure par rapport aux critiques sociologiques de la philosophie sociale prétend se placer en dehors de ce que Bourdieu appelle illusion scolastique. Le philosophe social est précisément quelqu'un qui affirme ne plus prendre le point de vue de nulle part, celui de l'universel abstrait, celui qui parle depuis une position ou une situation sociale, et notamment, bien sûr, qui parle au nom des dominés. C'est quelque chose qu'on trouvait déjà chez Sartre, raison pour laquelle on a pu récemment faire un colloque sur Sartre et la philosophie sociale. J'ajouterai un point important pour finir de définir cette philosophie sociale, un point essentiel, c'est que la philosophie sociale entretient d'emblée une position de dialogue avec les sciences sociales. Là, on peut lire tous les travaux de Bruno Carcenti, par exemple, sur la question. Donc, par opposition à un point de vue strictement normatif, celui, par exemple, qui est souvent celui de la philosophie politique contemporaine, notamment chez des gens comme Rawls ou le second Habermas, ou par opposition avec le point de vue d'une certaine phénoménologie, celle de Husserl qui est fondée sur la mise entre parenthèses, finalement, de tout ce qui relève de l'empirique, le philosophe social ne prétend pas prendre une position de surplomb par rapport aux données de la sociologie, de l'anthropologie, de la psychanalyse ou des différentes sciences sociales. Il considère, comme par exemple Horkheimer dans sa première conférence en tant que directeur de l'Institut de recherche sociale de Francfort, première conférence qui s'intitule justement « Les tâches actuelles d'une philosophie sociale », que la philosophie s'enrichit des données empiriques, qu'elle doit en tenir compte pour formuler, par exemple, une théorie de la domination sociale. En ce sens, les recherches empiriques qui ont été menées d'abord par Erich Fromm en Allemagne, puis ensuite par Adorno aux États-Unis sur la personnalité autoritaire, sont absolument essentielles, par exemple, pour une philosophie sociale qui prétend parler, justement, en tenant compte des données qui sont celles de la psychologie, de la sociologie. Donc le projet d'une philosophie sociale, je dirais, est d'emblée un projet interdisciplinaire. En ce sens, la philosophie sociale s'enracine bien dans la société de son époque, c'est-à-dire aussi dans l'épistémé de son époque, où on va dire l'ensemble des savoirs de son époque. Elle cherche à penser le présent et à penser au présent. Toute philosophie sociale va donc commencer nécessairement par un moment descriptif. Il s'agit de décrire, en s'appuyant donc aussi bien sur ces savoirs positifs que j'évoquais, que sur des savoirs plus proprement philosophiques, ce qui fait la singularité d'une époque, d'essayer de penser
son temps en essayant de mettre en avant ses caractéristiques, ses lignes de force et aussi ses dysfonctionnements, bien sûr. C'est ainsi que la philosophie sociale s'inscrit, me semble-t-il, très précisément dans le cadre défini par Foucault dans son commentaire de l'article « Qu'est-ce que les Lumières ?» de Kant, lorsque Foucault montre justement qu'à partir de Kant, la philosophie ne se pose plus simplement, j'allais dire, comme un ensemble d'énoncés purement théoriques, séparés de leur contexte historique et social, mais comme un diagnostic du présent, pour reprendre la formule de Foucault. Vivons-nous dans une époque de lumière, se demande Kant, ou encore, dans le conflit des facultés, de quoi la Révolution française est-elle le signe ? Qu'est-ce qui, en elle, peut provoquer un tel enthousiasme ? On le voit, le philosophe social se veut, d'une certaine manière, puisque je parlais de signes et d'interprétation, l'herméneute de la situation sociale, politique, dans laquelle il se trouve. Position de diagnostic qui renvoie à la fois, bien sûr, à la position du spectateur engagé, mais aussi à la position, on le verra à travers un certain nombre de termes ou de métaphores, à la position du médecin, le médecin de la civilisation dont parlait Nietzsche, qui cherche, selon la formule de Frank Fischbach, à diagnostiquer ce qui ne va pas dans ce qui est. Donc c'est aussi un diagnostic de type presque médical. En effet, le propre d'une philosophie sociale n'est pas seulement de produire une théorie de la société, comme il y en a dans, j'allais dire, la plupart des philosophies classiques, mais de formuler une théorie critique de la société, au sens d'une théorie qui la juge, c'est tout le sens du terme critique, bien sûr, et qui la juge aussi au nom d'un projet qui est un projet d'émancipation. Au lieu, bien sûr, de prétendre pouvoir contempler de manière désintéressée cette société. C'est là tout ce qui sépare ce que Horkheimer appelait la théorie traditionnelle de la théorie critique, justement. Une théorie critique de la société va s'efforcer de mettre en évidence ce qu'Axel Honneth appelle très bien les pathologies du social. Là, ici, on peut se référer à la fois à la deuxième et à la troisième citation, la citation de Frank Fischbach, la deuxième citation qui dit que la philosophie sociale est une démarche qui pose et affirme relativement à la société qu'elle prend pour objet un point de vue évaluatif, autorisant une critique de la réalité sociale existante. Et puis la troisième citation, c'est celle d'Axel Honneth dans La société du mépris, qui précise de manière plus rigoureuse l'objet de la philosophie sociale, qui est de définir et d'analyser les processus d'évolution de la société qui apparaissent comme des évolutions manquées ou des perturbations, c'est-à-dire comme des pathologies du social. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre exactement par ces pathologies du social ? Je le rappelle, il s'agit de formes sociales qui sont produites par la société moderne et par la société contemporaine, en grande partie en raison de la division du travail, de la marchandisation aussi de ce travail, des formes de réification de l'existence que tout cela implique. Formes sociales qui font obstacle à une vie proprement humaine. Donc au fond, si je reprends d'ailleurs ce que dit Axel Honneth, la question qu'est-ce qu'une vie mutilée, qu'est-ce qu'une vie aliénée, est le questionnement majeur de la philosophie sociale. Questionnement qui commence avec Rousseau dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, qui se poursuit encore aujourd'hui, j'allais dire, jusqu'au texte contemporain d'Axel Honneth, justement, ou d'Hartmut Rosa, en passant, bien sûr, par tous les textes de Marx ou de Lukács sur l'aliénation et la réification. Donc, on le constate, la philosophie sociale n'a pas seulement une dimension descriptive, elle ne se conçoit pas sans une description, bien sûr, précise et informée
par les sciences sociales, mais elle possède également une dimension normative, sans laquelle le projet même d'une théorie critique de la société n'aurait strictement aucun sens. Comme l'écrit encore Frank Fischbach, dans une des citations que je vous ai données, dans la quatrième citation, des concepts de philosophie sociale comme fétichisme, réification, aliénation, modernisation, rationalisation. On peut aussi utiliser les concepts de Max Weber, bien sûr. Tous ces concepts entendent à la fois décrire certains phénomènes sociaux comme typiques des sociétés modernes et articuler à cette description une critique de ces mêmes sociétés, dans la mesure où les phénomènes décrits le sont au titre d'évolution sociale de type pathologique. C'est en ce sens que la philosophie sociale va au-delà des sciences sociales, parce qu'après tout, on pourrait dire, mais qu'est-ce qu'ajoute la philosophie sociale à ce que peuvent nous dire les sciences sociales, à ce que peut dire une sociologie comme celle de Bourdieu, par exemple, mais qui est de fait une sociologie critique, pour le coup. C'est que là où la plupart des sciences sociales, je dirais, pratiquent ou prétendent pratiquer une certaine neutralité axiologique par rapport à leur objet d'étude, la philosophie sociale assume de parler depuis un point de vue normatif et même contestataire. Donc absolument pas neutre du point de vue des valeurs, mais défendant au contraire ce que Habermas appelle très bien un intérêt pour l'émancipation. On sait comment, dans la grande querelle des sciences sociales qui oppose Adorno et Karl Popper dans les années 60, justement se dégage cette opposition qui est tout à fait fondatrice, matricielle, entre d'un côté des disciplines qui ont un intérêt pour l'émancipation et puis d'autre part des disciplines qui prétendent conserver une certaine forme d'objectivité et de neutralité, mais qui, si on en croit justement la critique qu'en fait Adorno, sont au service d'une certaine forme de rationalité qui traduit le point de vue de la domination sociale et qui occulte, j'allais dire, les propres conditions sociales de cette rationalité. Comment justifier une telle position normative ? Est-ce qu'elle ne se situe pas à l'encontre du projet même de la philosophie sociale qui refuse toute forme d'idéalisme, qui refuse de critiquer au nom de ce qui doit être ? On sait comment les principaux acteurs d'une théorie critique de la société, notamment les fondateurs de l'Institut de recherche sociale de Francfort, ont pu répondre à cette objection. Ils ont affirmé que la critique qu'ils portaient n'était pas une critique justement de type moral, mais était une critique immanente au processus historique et au processus social lui-même, traduisant donc le point de vue des acteurs de l'histoire. Donc, élaborer une théorie critique de la société, ce ne sera pas faire, bien sûr, une critique de la société au nom de valeurs transcendantes ou d'idées régulatrices de type kantien, mais ce sera s'inscrire dans le prolongement de forces sociales qui dénoncent, de fait, le système dominant. On reconnaît bien sûr ici la reprise du geste marxien qui refuse de faire de la simple critique à la manière des jeunes hegéliens, mais qui décide de partir d'une étude des rapports sociaux effectifs pour comprendre ce qui, dans le réel lui-même, constitue une force de négation et une force motrice susceptible d'entraîner un changement social. Donc le point de vue de la philosophie sociale aura tendance à s'identifier avec le point de vue des dominés, de ceux qui souffrent de l'oppression sociale et qui ont donc intérêt à s'organiser pour remplacer la société existante par un autre type de société. Alors, je finis ce premier moment par l'énoncé quand même d'un certain nombre de problèmes que pose la philosophie sociale. Tout d'abord, bien sûr, comment identifier les dominés, ceux qui sont
supposés être les victimes privilégiées de la société et les porteurs d'un intérêt qui n'est pas simplement particulier, mais qui est donc un intérêt pour toute la société. Autant les choses pouvaient être, ou en tout cas paraître aisées, au milieu du XIXe siècle, au moment où Marx écrivait, autant aujourd'hui, dans une société qui est davantage éclatée, fragmentée, il est plus difficile, j'allais dire, d'identifier, alors certes pas des phénomènes de domination, mais en tout cas une opposition frontale entre une classe dominante et une classe dominée, et par là même d'identifier quelque chose qui serait un sujet de l'émancipation. C'était déjà notamment, par exemple, le problème que se posait Marcuse dans L'homme unidimensionnel, cherchant donc un substitut du prolétariat dans les classes marginales de la société. Mais on le voit, ce sujet de l'émancipation semble aujourd'hui plus introuvable que jamais. Ce premier problème nous conduit à un second, qui n'est pas moindre, et qui renvoie, j'allais dire, à la thématique du séminaire. Est-ce que j'ai réellement le droit de parler au nom des dominés, de ceux qui subissent l'injustice sociale ? Quelle légitimité ai-je de tenir un propos qui prétend énoncer le point de vue des plus fragiles, donner une voix aux sans-voix, alors que je ne partage pas leurs conditions d'existence et que bien souvent, en tant qu'intellectuel, je me place dans une situation de supériorité, de plus grande lucidité parfois. On a pu dénoncer chez certains théoriciens de la philosophie sociale une certaine forme de condescendance par rapport aux opprimés dont ils étaient pourtant supposés exprimer les intérêts. Je pense par exemple à des formules d'Horkheimer dans son texte de 1937, auquel je faisais référence tout à l'heure, Théorie traditionnelle et théorie critique, texte dans lequel il note que la situation du prolétariat lui-même ne constitue pas dans cette société la garantie d'une prise de conscience correcte. Il ne faut en effet pas exclure que le prolétariat soit aliéné, non seulement dans ses conditions de vie, bien sûr, mais également dans ses représentations mentales. Il peut lui-même être victime de l'idéologie dominante, d'autant qu'elle a tendance à se diffuser massivement, nous disent Adorno et Horkheimer, dans la dialectique de la raison, avec la diffusion de la société de consommation, celle que justement les théoriciens de l'école de Francfort vont découvrir aux États-Unis. Du coup, on peut comprendre effectivement de la position de Horkheimer quand il dénonce celui qui, je cite, se borne à proclamer dans une attitude de vénération religieuse la créativité du prolétariat. Mais on peut être gêné par certaines formulations, notamment celles que j'ai énoncées dans la citation 5, et qui posent finalement les intellectuels, comme Horkheimer et Adorno, qui les posent comme ceux qui expriment le point de vue des éléments les plus avancés du prolétariat. Et même les individus qui énoncent la vérité à son sujet. Donc ça veut dire que le philosophe social, ici, serait celui qui énonce la vérité même du prolétariat. On peut penser ici, bien sûr, aux critiques qu'on trouve chez Deleuze, Foucault ou Rancière. Pensons à la leçon d'Althusser, par exemple, sur le tropisme platonicien de la philosophie, qui prétend dévoiler ce dont les masses sont inconscientes et donc énoncer à leur place ce qui constitue leur vérité. On pourrait, après tout, adresser à la philosophie sociale le même genre de critique. Vous voyez que, au fond, il n'est pas si facile que cela de s'en tenir au principe même que j'ai énoncé et qui constitue la nature de la philosophie sociale, parler depuis le social et non depuis un point de vue extérieur, à partir du moment où le discours de la philosophie sociale se veut un discours de type normatif. À partir de ce moment-là, on peut légitimement lui poser la question de quel droit prétends-tu dire la vérité d'un phénomène social
et opposé à ce qui est un état plus juste des choses. Au nom de quelles normes affirmes-tu que tel phénomène social peut être considéré comme pathologique ? On sait par exemple toutes les objections que le concept d'aliénation a pu soulever. Certes, on peut toujours avoir une conception plus modeste de la philosophie sociale et estimer que celle-ci doit surtout servir, selon la formule de Guillaume Leblanc que je vous ai reproduite dans la citation numéro 6, à savoir servir de caisse de résonance et de visage à la demande de voix et de visibilité des précaires. Mais là aussi, il y a un certain nombre d'objections qui ne peuvent manquer de s'exprimer, à savoir que, ça c'est une objection que fait Frank Fischbach, pour servir de caisse de résonance aux luttes des opprimés, encore faut-il que ces opprimés soient effectivement dans une dynamique de lutte. Ce qui n'est pas forcément le cas, d'autant que ces précaires sont très généralement dans des situations qui rendent extrêmement problématique leur prise de parole. En outre, on peut aussi estimer, comme Jacques Rancière, que les opprimés n'ont nul besoin des intellectuels pour exprimer leur situation ou leurs revendications. On peut même être très dubitatif à l'égard de la proposition de Guillaume Leblanc, qui affirme que la tâche de la philosophie sociale est de traduire les revendications des précaires dans le langage de la philosophie. Parce qu'au fond, on n'est jamais vraiment sûr, d'une part, que cette traduction ne soit pas une trahison, et que, d'autre part, il y ait vraiment un intérêt à traduire dans un langage technique qui est celui de la philosophie, ce qui se dit peut-être de manière plus simple et plus efficiente dans le langage que tiennent directement les opprimés sur leurs conditions. En somme, vous le voyez, le projet même d'une philosophie sociale, comme j'ai essayé de l'exprimer dans ce premier moment, paraît éminemment problématique, car si une telle philosophie pose à juste titre effectivement la question de son lieu d'énonciation, elle ne parvient pas forcément à démontrer de manière pertinente qu'elle se tient à son programme, puisqu'elle prétend parfois effectivement énoncer la vérité de la situation sociale, ce qui suppose paradoxalement d'avoir cette situation de surplomb qu'elle voulait précisément éviter. Alors dans un deuxième temps de cette intervention, j'aimerais montrer plus précisément avec un exemple plus précis qui est celui de la philosophie de Castoriadis, comment justement ce problème très général que j'ai essayé de mettre en évidence se pose par rapport à un philosophe sur lequel, vous le savez, j'ai beaucoup travaillé. Alors, je commence par souligner que Castoriadis ne s'est jamais explicitement revendiqué, bien sûr, de la philosophie sociale, ne serait-ce que parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est une catégorie qui ne s'est vraiment imposée, j'allais dire, que depuis une quinzaine d'années, en tout cas dans le champ philosophique français. C'est un petit peu différent en Allemagne, où il y avait toute la tradition, bien sûr, de l'Institut de recherche sociale de Francfort. Mais il me semble quand même qu'on peut classer cette pensée dans cette catégorie de philosophie sociale, parce que non seulement Castoriadis a poussé très loin la systématicité de sa critique sociale dès l'époque de Socialisme ou barbarie, et dès cette époque, il a vraiment commenté de manière très précise un certain nombre de phénomènes sociaux au nom justement d'un projet d'émancipation. Mais par la suite, il a lui-même, d'une manière plus théorique, plus conceptuelle, essayé de rendre raison de ce qui fait la spécificité du social, vu vraiment comme un mode d'être, comme une réalité sui generis, par opposition à ces autres modes d'être que sont la nature ou la psyché. Donc voilà, il souscrit parfaitement à la première dimension que j'ai identifiée de la philosophie sociale, prendre le social comme objet et montrer que cet objet a, d'une certaine manière, sa valeur, toute sa dignité au sein des objets de la philosophie. Même créer une ontologie sociale, pour reprendre le titre du premier chapitre de mon ouvrage « Qu'est-ce qu'un imaginaire social ?» Cependant, si la philosophie de Castoriadis mérite d'être qualifiée de philosophie sociale,
ce n'est pas simplement parce qu'elle place la société au centre de sa réflexion, mais également parce qu'elle ne se sépare pas d'une réflexion sur les conditions d'une vie épanouie, d'une vie humaine, pour reprendre l'expression d'Axel Honneth, et sur les pathologies du social qui entravent les sujets sociaux dans leur quête de cette vie. Castoriadis ne s'en cache pas. Ce qu'il entend par une vie épanouie, une vie non mutilée, pour parler comme Adorno, c'est une vie dans laquelle le sujet peut accéder à une autonomie qui est une autonomie à la fois individuelle et collective. Une autonomie qui se traduit sur le plan individuel par un autre rapport que je peux instaurer avec mon inconscient, qui ne consiste évidemment pas à rendre consciente l'ensemble de mes représentations inconscientes, projet absolument impossible à achever, mais à accepter justement cette dimension inconsciente de mon être. Et puis bien sûr, autonomie qui se traduit au niveau social et politique par une participation active et lucide, pour parler comme Castoriadis, à l'institution de l'ensemble de la société. Et donc à cette autonomie, eh bien, la société capitaliste contemporaine, qui est une société bureaucratique, qui est une société dans laquelle la signification majeure est une pseudo-rationalité et une pseudo-maîtrise de la nature, eh bien, cette société oppose toute la force de son oppression et même de ce qu'on pourrait appeler son formatage, puisque elle empêche les individus d'exprimer leur imaginaire, elle leur impose un imaginaire hétéronome qui va brider leur créativité, ce que Castoriadis résume très bien dans cette formule de domaine de l'homme, qui est la citation numéro 7. « Je suis convaincu, dit Castoriadis, que l'être humain a un potentiel immense qui est resté jusqu'ici monstrueusement confiné. La fabrication sociale de l'individu dans toutes les sociétés connues a consisté jusqu'ici en une répression plus que mutilante, donc le terme mutilant est bien ici utilisé par Castoriadis, de l'imagination radicale de la psyché. » C'est cette mutilation de l'imagination, la suppression de ce qui, chez l'être humain, constitue sa créativité, qui est finalement la pire des aliénations pour Castoriadis. Alors, je voudrais ici me poser une question plus précise, justement pour rebondir sur les problèmes que j'ai pu identifier dans ma première partie. De quel lieu de la société Castoriadis parle-t-il ? Quel est le lieu de l'énonciation de sa philosophie sociale ? Alors, très clairement, bien sûr, c'est la société contemporaine. C'est la société contemporaine, on entend bien sûr qu'elle est divisée entre cette hétéronomie instituée et puis, d'autre part, malgré tout, un imaginaire, lui aussi institué et tout autant instituant, pour reprendre la distinction que fait Castoriadis, dans lequel se trouve, comme signification fondamentale, la signification de l'autonomie. Alors, soyons plus précis. De quel lieu exact de cette société Castoriadis parle-t-il ? Prétend-il parler au nom du prolétariat comme Marx, au nom des opprimés comme le faisait la première génération de la théorie critique de l'école de Francfort ? Bon, on le sait, Castoriadis a pris ses distances avec le marxisme à partir du début des années 60. Il a rompu avec le marxisme dans un texte qui est la première partie de l'institution imaginaire de la société, Marxisme et théorie révolutionnaire. Et donc c'est là qu'apparaît la première difficulté. C'est-à-dire que si le contexte d'énonciation de la philosophie de Castoriadis est évident, la position que Castoriadis occupe apparaît d'emblée moins précise
que celle d'Adorno et d'Horkheimer lorsqu'ils se présentaient eux-mêmes comme ceux qui expriment la position des éléments les plus avancés du prolétariat. C'est-à-dire comme lorsqu'ils se présentaient comme des intellectuels, un petit peu à la manière dont Lénine affirme que l'intellectuel petit bourgeois est celui qui doit guider les masses. Certes, à l'époque où Castoriadis écrit la première version de Marxisme et théorie révolutionnaire, il appartient encore au groupe Socialisme ou Barbarie. Et donc, il s'inscrit encore dans cette perspective de transformer la société par la constitution d'une organisation révolutionnaire. Toutefois, il a déjà abandonné le modèle d'une analyse de la société en termes de classe sociale, ou en tout cas en termes de lutte des classes. L'opposition signifiante n'est plus pour lui celle de la bourgeoisie et du prolétariat, mais celle de la société instituante, celle qui pose des significations imaginaires, et de la société instituée. Donc sa critique s'enracine d'une certaine manière dans la société instituante, dans les forces créatrices que la société instituée étouffe ou mutile, pour reprendre son expression. Rappeler l'importance de l'imaginaire dans la constitution des formes sociales, c'est donc donner une voix à cette société que l'on veut faire taire. Donc c'est, je dirais, là, en l'occurrence, un petit peu la position dans laquelle se donne ou se présente Castoriadis. Castoriadis prétend énoncer quelque chose qui relève de la société instituante, mais vous voyez, d'emblée, j'allais dire quelque chose qui a des contours moins précis, plus flous que ne l'était le prolétariat, par exemple, chez Marx. Alors, ce qui est très intéressant chez Castoriadis, c'est qu'il n'hésite pas à tenir un discours en première personne dans l'institution imaginaire de la société, et notamment dans un passage qui s'intitule « Racines subjectives du projet révolutionnaire ». Donc Castoriadis est un auteur qui parle en son nom propre et qui dit « je ». Et notamment dans ce passage de l'institution imaginaire de la société, qui est, je ne l'ai pas présenté, mais qui est le grand livre de Castoriadis, dans lequel vous avez à peu près, j'allais dire, la plupart de ses grandes intuitions ou de ses grandes thèses, texte qui est paru en 1975, mais dont la première partie date de 1965 en réalité. Castoriadis répond donc à l'objection classique selon laquelle le projet révolutionnaire témoignerait en réalité d'un refus infantile de la réalité, d'une sorte de refus du principe de réalité, pour le dire en termes psychanalytiques. Et il s'explique donc très directement sur les motivations qui sont les siennes. Je vous ai reproduit ce passage, très clair, qui est donc la citation numéro 8. Je désire, dit Castoriadis, et je demande que tout d'abord mon travail ait un sens, que je puisse approuver ce qu'il sert et la manière dont il est fait. Je désire pouvoir, avec tous les autres, savoir ce qui se passe dans la société, contrôler l'étendue et la qualité de l'information qui m'est donnée. Je demande de pouvoir participer directement à toutes les décisions sociales qui peuvent affecter mon existence ou le cours général du monde où je vis. Donc, vous voyez, très clairement un discours ici revendicatif, j'exige, je demande, et je désire, donc un discours aussi qui se fonde sur une parole désirante, si j'ose dire, qui, dit Castoriadis, ne témoigne pas d'un refus du principe de réalité, puisque j'accepte la réalité du travail, dit Castoriadis. Mais je veux que mon travail ait un sens. Et je veux pouvoir participer à toutes les décisions qui, de près ou de loin, affectent mon existence. Voilà ce que c'est que le sujet qui énonce, j'allais dire, des propositions qui sont des propositions relevant de la philosophie sociale. Donc c'est quoi ce sujet ? Pour essayer de résumer un petit peu ce que dit Castoriadis, c'est donc un sujet socialisé, bien sûr, puisque c'est un individu qui travaille et qui a besoin de donner du sens à sa vie. Mais c'est aussi donc un individu qui réclame une autre organisation de la société, c'est-à-dire
quelqu'un qui, d'une part, a besoin de contrôler les informations qui lui sont transmises, qui demande de la transparence, et qui est aussi un sujet politique, très clairement, parce que c'est un sujet qui revendique une autonomie collective. Il veut pouvoir participer avec les autres au fonctionnement des institutions de sa société. Mais alors, justement, en quoi cette revendication est-elle une revendication pas simplement personnelle, mais sociale? En quoi excède-t-elle la personne de Castoriadis lui-même? Même si, bien sûr, il s'agit ici de s'interroger sur les racines subjectives du projet révolutionnaire. Et mérite-t-elle d'être considérée comme une demande collective? Bref, en quoi est-elle autre chose qu'une revendication solitaire et arbitraire? Eh bien, pour ça, Castoriadis fait intervenir quelque chose de tout à fait fondamental, qui est la notion du projet d'autonomie. Et le passage décisif de ce point de vue-là, qui est une dizaine de pages après le passage que je viens de vous lire, c'est ce passage qui est reproduit dans la citation numéro 9, où Castoriadis, tout à coup, sort de sa position personnelle et prend une position qui est une position d'interprétation de l'histoire elle-même. Nous déchiffrons, ou croyons déchiffrer dans l'histoire effective, une signification, la possibilité et la demande d'autonomie. Si nous affirmons la tendance de la société contemporaine vers l'autonomie, si nous voulons travailler à sa réalisation, c'est que nous affirmons l'autonomie comme mode d'être de l'homme, que nous la valorisons. Nous y reconnaissons notre aspiration essentielle et une aspiration, et c'est évidemment Castoriadis qui met l'expression en italique, qui dépasse les singularités de notre constitution personnelle, la seule qui soit publiquement défendable dans la lucidité et la cohérence. Donc, vous voyez, cette formule est tout à fait essentielle. C'est-à-dire que Castoriadis passe tout à coup du je au nous déchiffrons, ou nous croyons déchiffrer, dit Castoriadis, en montrant que ce désir d'autonomie ne se limite évidemment pas à sa seule personne, mais que cette autonomie est également exigée non seulement par les masses, mais surtout s'inscrit dans un projet qui est un projet d'ordre historique, qui n'est pas simplement un projet, j'allais dire, qui se situe dans l'histoire, mais qui est un projet qui donne un sens à l'histoire. Au fond, ce projet d'autonomie n'est pas une simple tendance qui pourrait être identifiée là, ici et maintenant, dans notre présent, mais qui est une tendance de fond, si on peut dire, qui, nous dit Castoriadis un petit peu plus loin, s'inscrit à la fois dans l'époque et en dehors de l'époque, puisque Castoriadis va jusqu'à dire que la visée d'autonomie tend à émerger partout où il y a homme et partout où il y a histoire. C'est le mode d'être de l'homme, c'est ce que dit Castoriadis dans ce passage. Toutefois, bien sûr, ce caractère un petit peu, j'allais dire, général de la pensée de Castoriadis est atténué par la suite, puisque les raisons de soutenir le projet d'autonomie, dit-il, sont également éminemment actuelles, dans la mesure où le contenu que nous pouvons lui donner, écrit Castoriadis, la façon dont nous pensons qu'elle peut s'incarner ne sont possibles qu'aujourd'hui, précise-t-il. Donc, aujourd'hui, c'est 1965 dans le texte, bien sûr. Donc, ce projet d'autonomie, ça n'est pas une idée régulatrice à la manière de Kant, mais c'est un projet qui, d'une part, s'est déjà incarné historiquement, notamment dans deux expériences fondamentales pour Castoriadis sur lesquelles il revient sans arrêt dans ses articles des Carrefours du Labyrinthe. C'est d'une part la police grecque, la cité démocratique grecque, qui invente la politique, et puis c'est d'autre part la constitution de la modernité, qui commence avec le mouvement d'émancipation des communes
à la fin du Moyen-Âge et qui se développe ensuite avec le mouvement des Lumières et avec le mouvement ouvrier, à travers une série de révolutions, les grandes révolutions du XVIIIe siècle, et puis les mouvements révolutionnaires ouvriers du XIXe et du XXe siècle. Donc le projet d'autonomie, c'est un projet qui travaille de manière souterraine l'histoire, qui a germé, pour reprendre la formule de Castoriadis, dans la Grèce antique, avant de se développer plus particulièrement dans cette époque que Castoriadis qualifie lui-même de critique, époque critique. Voilà, ça rejoint bien sûr une théorie critique de la société, qui est l'époque, grosso modo, entre 1750 et 1950, et dans laquelle l'autonomie prend une série de formes, aussi bien dans la pensée, pensée qui devient critique de toutes les formes d'institutions sociales, que dans la praxis, dans la pratique de mouvements et de groupes sociaux déterminés. Et donc Castoriadis se présente très clairement comme quelqu'un qui hérite de ce projet, qui s'inscrit donc dans ce qu'on pourrait appeler l'imaginaire social de son époque, tout en ayant évidemment conscience que la forme qu'il prendra, aujourd'hui, ne pourra être déduite d'aucune théorie, qu'elle dépend de l'imaginaire instituant, bien sûr, des peuples. C'est là donc qu'apparaissent un certain nombre de difficultés de la pensée de Castoriadis. Et je voudrais finir ce second moment en énonçant toutes ces difficultés. La première, bien sûr, difficulté, c'est la question de la valeur de ce projet d'autonomie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui permet d'affirmer que l'autonomie constitue réellement une valeur permettant de fonder une théorie critique de la société? Est-ce qu'elle ne relève pas d'une surestimation de quelques séquences historiques que Castoriadis met en exergue? Je viens de les énoncer. Ces rares moments où la patte de l'histoire est encore fluide, pour reprendre une formule d'Habermas dans le discours philosophique de la modernité, dont la validité est posée comme universelle. Autrement dit, est-ce que je suis vraiment en droit de considérer que l'autonomie constitue l'horizon vers lequel devraient tendre les peuples? N'est-ce pas là restaurer un idéal tout en prétendant pouvoir partir de l'histoire effective? De nouveau, on retrouve ici la tension que j'avais pointée dans la première partie de cet exposé entre la dimension descriptive et la dimension normative de toute philosophie sociale. C'est-à-dire que si le diagnostic impitoyable, souvent, auquel se livre Castoriadis par rapport à la société contemporaine, société bureaucratique, société marquée par ce qu'il appelle l'insignifiance, par la crise fondamentalement de toutes les institutions sociales et même de la manière dont la société se représente elle-même, eh bien, si cette critique, si ce diagnostic auquel se livre Castoriadis peut sembler à bien des égards juste, la critique qu'il adresse, par exemple, en revanche aux sociétés traditionnelles, qualifiées par lui de sociétés hétéronomes, n'est-elle pas à la fois, j'allais dire, excessive et éminemment relative? Relative à sa position, on pourrait presque dire, d'occidental moderne. Je retrouve ici l'enjeu central de cette conférence. Est-ce qu'on peut parler du social depuis le social, sans avoir tendance à faire de son point de vue particulier un critère universel de jugement? Même si Castoriadis, ici, vous voyez, articule son point de vue particulier avec ce qu'il considère, lui, comme une tendance de fond de toute l'histoire occidentale. Vous voyez que si le jugement esthétique tel que le pense Kant, par exemple, peut au moins se prévaloir de la référence à un sens commun, à un sensus communis, il n'en va pas de même d'une théorie critique de la société qui, bien souvent, heurte le sens commun, voire se présente comme à l'avant-garde des mouvements sociaux.
Et donc, cette tendance à faire de l'autonomie la valeur suprême au nom de laquelle on peut juger des sociétés et même les hiérarchiser, puisqu'il ne semble quand même pas tout à fait faux d'affirmer que Castoriadis considère comme supérieures les sociétés autonomes, celles qui remettent en question leur imaginaire institué par rapport aux sociétés hétéronomes. Cette tendance à faire de l'autonomie la valeur suprême au nom de laquelle on peut juger des sociétés a beaucoup choqué. Elle a été elle-même remise en question par un certain nombre de lecteurs de Castoriadis. C'est le cas notamment d'Alain Caillé, l'un des fondateurs du MOS, du mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales, dont le débat avec Castoriadis a été particulièrement vif. Notamment, ce débat a été publié il y a quelques années sous le titre, voilà, vous trouvez ça dans la bibliographie qui suit les citations, Démocratie et relativisme, où Castoriadis discute avec les membres du MOS, et où Caillé lui écrit une lettre au tout début, dans laquelle, c'est la citation numéro 10, il s'exprime assez vivement en disant « Je dois vous dire que si j'ai toujours eu une sympathie pour ce que vous écrivez, je reste sur ma faim sur les points suivants. Premier point, je ne comprends pas bien comment vous conciliez votre affirmation que toutes les cultures se valent avec celle que l'une d'entre elles est plus égale que les autres, la culture de la société grecque. Question subsidiaire, dans quelle mesure la culture occidentale en est-elle l'héritière légitime et aurait-elle droit, elle aussi, à être plus égale que les autres ? Bref, est-ce qu'on n'est pas dans un cas typique d'ethnocentrisme, pour le dire très clairement ? Est-ce que l'universalisme de Castoriadis n'est pas, au fond, contraire à son idée fondamentale, que toutes les sociétés ont un monde propre, un monde constitué d'un ensemble articulé de significations imaginaires sociales, et que ces mondes sont, d'une certaine manière, incommensurables. Et si l'universel est né en Grèce, dans un contexte, encore une fois, particulier, est-ce que je peux l'universaliser ? Est-ce que je peux universaliser l'expérience grecque ? Notons que la critique, j'allais dire un peu relativiste de Caillé, a son pendant dans la critique inverse que Habermas adresse à Castoriadis dans le discours philosophique de la modernité, où Habermas, tout au contraire, critique Castoriadis parce que Castoriadis ne ferait pas la différence entre sens et validité. Au fond, il considérerait la validité ou la vérité simplement comme une signification imaginaire. Et alors, qu'est-ce qui fait l'universalité du projet de vérité ? Est-ce que je peux encore affirmer que la vérité est une signification différente des autres ? Une autre critique se trouve dans le chapitre final de l'ouvrage de Vincent Descombes, qui est pourtant un grand admirateur de Castoriadis, Philosophie par gros temps, qui s'intitule justement « Le projet d'autonomie ». Descombes rappelle que ce projet d'autonomie n'est autre que, finalement, le contenu même du projet de la modernité qui consiste, globalement, à opposer la raison à la tradition. Mais l'idée d'une société qui s'auto-institue explicitement, parce que c'est quand même ça un petit peu le projet moderne, c'est-à-dire rejetant toute forme d'identité collective qu'elle n'aurait pas décidée, est, selon Descombes, soit une utopie, soit une absurdité. Parce qu'une telle société n'a évidemment jamais existé et ne peut pas exister, sauf dans le cas très limité des salons, par exemple, du XVIIIe siècle, d'une société de pensée. Là, effectivement, on peut se donner des règles explicites, comme dans un séminaire, par exemple. Donc cette conception de l'auto-institution, qui est une conception critique, qui sert à dénoncer l'hétéronomie des sociétés, n'est heureusement pas celle de Castoriadis, dit Vincent Descombes. Parce que Castoriadis dit « nous voulons l'autonomie, mais pour faire quelque chose ». Et au fond, Castoriadis affirme bien plutôt que toute société s'auto-institue, mais que certaines le font explicitement, alors que d'autres occultent cette création en affirmant qu'elles ont été instituées par les ancêtres, par les dieux, ou par le seul vrai Dieu. Donc au fond, Castoriadis opposerait simplement l'institution de soi dans la lucidité
et l'institution de soi dans l'occultation. Mais, malgré tout, Descombes reste quand même assez critique, puisque il pose la question suivante, si on peut choisir de se donner pour loi la volonté divine plutôt que la volonté populaire, est-ce que l'institution de soi ne coïncide pas, en fin de compte, avec l'autonomie ? Au fond, Descombes remarque ironiquement que ceux qui s'intitulent eux-mêmes autonomistes, on peut penser ici aux autonomistes corses ou bretons, pour prendre la situation française, eh bien, généralement, sont ceux qui veulent parler leur langue, veulent conserver leurs coutumes, leurs traditions, veulent voir précisément leur culture particulière respectée. Donc, au fond, l'autonomie telle que la pense Castoriadis, c'est-à-dire sous la forme moderne d'un processus de remise en question des traditions et des appartenances collectives, se verrait paradoxalement considérée par ces autonomistes comme une terrible forme d'hétéronomie. On retrouve donc le paradoxe que nous énoncions, c'est-à-dire que on ne peut pas juger le social au nom d'une position de surplomb, parce que c'est bien sûr toujours depuis une position située qu'on parle. Mais ceci pousse Castoriadis à parler en tant qu'occidental moderne. De même, on ne peut juger l'histoire au nom d'un sens général de l'histoire, parce que tout sens se constitue au sein de l'histoire. Il n'y a pas de sens de l'histoire, parce qu'il n'y a de sens que par l'histoire, par la participation d'un événement ou d'un processus au mouvement de l'histoire. Donc au fond, Castoriadis a essayé de sortir de cette contradiction entre son point de vue particulier et son désir de tenir un discours global sur l'histoire, en partant du principe que l'autonomie était certes une création sociale historique, mais que cette création sociale historique était une création qui pouvait s'imposer à partir du moment où elle était créée. Mais on pourrait toujours lui objecter, et c'est ce que ne vont pas manquer de lui objecter tantôt Habermas, tantôt Descombes, qu'on passe ainsi du simple fait au droit et qu'on ne peut décidément pas considérer que l'autonomie est une valeur contraignante pour le membre d'une société hétéronome, peut-être d'ailleurs comme pour le membre d'une société autonome. Donc au fond, c'est peut-être même d'ailleurs l'idée de diagnostic du présent qui est problématique. Descombes, de manière générale d'ailleurs dans ce texte Philosophie par Grottan, dénonce la position justement que j'énonçais au tout début de ma conférence et dans laquelle s'inscrit à mon sens Castoriadis, qui est la position très bien illustrée par Foucault de diagnostic du présent. Comment faire un diagnostic du présent si on est soi-même pris dans le présent ? Est-ce que... Et qu'est-ce qui fait, dit d'ailleurs Descombes, que le diagnostic du philosophe aurait plus de valeur que le diagnostic du journaliste, de l'éditorialiste, ou simplement de celui qui a une opinion et qui l'exprime dans son cercle privé ou au café du commerce. Bref, je conclus en disant que il est extrêmement difficile de tenir les deux exigences d'une philosophie sociale, à savoir, bien sûr, parler du social, mais en même temps parler depuis le social. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que cette double exigence, on doit s'en débarrasser. Il me semble au contraire qu'il me semble difficile de renoncer à l'un comme à l'autre. Il est pourtant évident, bien sûr, que seul un être social peut comprendre la société dans laquelle il se trouve. Pourtant, à partir du moment, et c'est ce que j'ai essayé de montrer avec mon exemple de Castoriadis, à partir du moment où il forme le projet d'une théorie critique de la société, qui se fait au nom de l'idée qu'il existe certains phénomènes pathologiques dans cette société, eh bien, il ne peut manquer de tomber dans un certain nombre d'apories dont il est quand même assez difficile de se débarrasser. Et ça, j'ai essayé de le montrer en prenant l'exemple de la notion d'autonomie. On peut effectivement dénoncer un certain nombre de phénomènes
de notre société, hein, comme par exemple la marchandisation ou la réification, que ce soit la réification des corps, comme la marchandisation de la force de travail, hein, au nom de la valeur de l'autonomie, mais on voit tout de suite, bien sûr, que se pose la question de la légitimité à tenir cette position critique, notamment à faire la leçon, par exemple, à des sociétés dans lesquelles l'autonomie telle que l'entend Castoriadis, bien sûr, n'existe pas, ou existe, mais à titre de, j'allais dire, produit d'importation de l'imaginaire occidental. Donc, au fond, la question aussi qui peut se poser de manière plus générale, hein, c'est cette question que pose très bien Descombes du fondement d'une identité collective que Castoriadis imagine comme pouvant être lucide et réfléchie. Sans doute n'est-il pas, j'allais dire, complètement possible de sortir de tous ces paradoxes. Peut-être faut-il partir du principe que si tout homme et même tout intellectuel parle depuis une position sociale, il n'est jamais complètement enfermé dans cette position, mais il peut justement mobiliser, et c'est sans doute ce à quoi nous appelle une philosophie sociale, aussi bien les ressources de son imaginaire institué que celles de son imagination créatrice, d'une part pour critiquer ce qui est, et puis peut-être d'ailleurs pour envisager ce qui peut être. Voilà, je vous remercie beaucoup.